C'est bon, Olivier, je crois. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose peut-être d'attendre encore 20 secondes avant de démarrer. Bienvenue à ce webinaire de Centrale Supélec Executive Education sur l'excellence opérationnelle en 2022 et plus précisément sur les résultats d'une étude qui a été conduite en fin d'année dernière et qui nous confirme et nous apprend un certain nombre de choses intéressantes en termes de priorités stratégiques pour les entreprises. Donc je suis Olivier Gau, je suis responsable pédagogique des formations Lean Six Sigma à Centrale Supélec Executive Education et responsable du programme Excellence opérationnelle. Et Cédric. Enchanté, bonjour à tous. Moi, je suis responsable pédagogique sur tout ce qui concerne le Lean, les formations et l'accompagnement qui vont bien avec. Alors, ce qu'on vous propose pour aujourd'hui, c'est de faire cette synthèse de l'étude PricewaterhouseCoopers et Centrale Supélec Executive Education. Vous recevrez dans le courant du webinaire ou par mail le compte-rendu de cette étude, mais on va en tirer un certain nombre de points marquants. De la même façon, on va détailler 3 conclusions particulières qui nous ont marquées, qui semblent intéressantes à partager. Et ce qu'on vous propose, c'est à la fin de chacun de ces constats, chacun de ces conclusions, de faire un jeu de questions-réponses à ce moment-là, sans attendre la toute fin du webinaire. Et puis nous conclurons par la contribution que nous visualisons, nous, Cédric et moi, pour Centrale Supélec Executive Education dans ce contexte. Alors, l'enquête en elle-même, c'est une étude qui a été menée par PricewaterhouseCoopers, PwC et Centrale Supélec Executive Education, formation des cadres, auprès de 96 entreprises, 96 répondants, sous forme d'un questionnaire quantitatif et qualitatif, approfondi avec 4 interviews ciblées sur des directeurs opérationnels et des directeurs de la performance opérationnelle. 4 thèmes ont été abordés, 4 thèmes qui paraissaient intéressants. D'une part, pour bien comprendre l'excellence opérationnelle, ses priorités, son périmètre. Et puis, et vous verrez que c'est une partie vraiment intéressante, les freins qui sont rencontrés aujourd'hui et à moyen terme dans le déploiement de cette démarche d'excellence opérationnelle. Le 3e point était d'avoir une analyse de la maturité des déploiements dans les différentes entreprises et enfin de comprendre les impacts de la crise sanitaire sur l'excellence opérationnelle, sur son déploiement et éventuellement sur son lancement. Alors les 96 répondants appartiennent au monde des services et de l'industrie. Vous voyez la répartition, 40%, 38% dans le monde des services, 62% dans le monde de l'industrie. Et parmi les différents secteurs d'activité qui ont été interrogés, 5 ressortent, qui sont ceux qui apparaissent ici sur la droite. Donc les industries manufacturières, l'aéronautique, la défense et la sécurité, l'agroalimentaire, les services aux entreprises et la distribution, le retail. Aujourd'hui, on ne va pas détailler les réponses spécifiques de ces 5 secteurs d'activité, mais vous pourrez voir dans le rapport une fiche spécifique par secteur qui donc reprend les réponses particulières de chacun de ces secteurs aux questions. Les personnes qui ont répondu ont un profil qui est décrit ici. Vous voyez que 30% des personnes sur la droite ici ont répondu. Ce sont donc des directeurs responsables d'excellence opérationnelle ou bien 19% des experts du Lean ou du Lean Six Sigma. Donc on a une cinquantaine de pourcents, on a une moitié d'experts de l'excellence opérationnelle. Et par ailleurs, 21% de directeurs des opérations, 12% de direction générale, 6% de responsables d'usine, de responsables production. Donc vous voyez qu'on a une quarantaine de pourcents de répondants qui sont donc directement impliqués sur la direction ou les opérations. Les entreprises elles-mêmes, sur la gauche ici, vous voyez donc qu'on a 42% plus 18% de grands groupes,
donc plus ou moins grands, mais en tout cas de ce qu'on peut appeler des grands groupes, 24% d'ETI, donc d'entreprises à taille intermédiaire, et puis 16% de PME, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou moins de 250 collaborateurs. Alors, quels sont les résultats de l'enquête? Quelques planches de résumé pour poser le décor, entre guillemets, avant de rentrer sur un certain nombre de points particuliers à commenter. Le premier porte sur la manière dont l'excellence opérationnelle est déployée dans l'entreprise. Et ici, on voit que 44% des répondants, 44% des entreprises considèrent avoir une excellence opérationnelle qui est stratégique, au sens où elle est intégrée directement dans le plan stratégique avec une forte implication du top management dans ce déploiement. Si on descend d'un niveau, on a 28% des répondants qui vont considérer que leur démarche est globale, c'est-à-dire qu'elle est diffusée sur l'ensemble des activités. En revanche, elle n'est pas forcément complètement intégrée au pilotage stratégique. Donc on a ici 72% des entreprises pour qui le sujet de l'excellence opérationnelle est transverse, concerne l'ensemble de l'organisation, avec, pour une grande partie d'entre eux, une implication très forte du top management dans le suivi stratégique et donc dans le déploiement de cette excellence opérationnelle. À l'inverse, 16% vont considérer que l'excellence opérationnelle est diffuse, c'est-à-dire qu'elle existe, mais elle n'est pas forcément structurée, bien entendu, elle n'est pas transverse. Et enfin, 12% vont avoir des initiatives locales, décentralisées, animées localement, ce qui peut apporter des réussites au niveau local. En revanche, évidemment, il n'y a pas de transversalité et pas de démarche commune. Alors, ces deux groupes ici, quand on regarde les détails de l'enquête, portent vraiment plutôt sur les petites structures, donc les PME et les ETI. Alors c'est intéressant de voir ces chiffres parce que on le sait tous par l'expérience et par la pratique, le sponsoring, le management de l'excellence opérationnelle est crucial dans sa réussite. Et si on n'a pas de diffusion transverse globale, eh bien c'est clairement un risque quant au succès de la démarche. Donc ça permet de rappeler ici un point très important sur cet enjeu du déploiement de l'excellence opérationnelle qui va passer par, bien entendu, l'incarnation de la démarche à travers le dirigeant, mais aussi la clarté de la vision. Pourquoi lancer cette démarche? Donc c'est quelque chose qui ressort ici et qui est assez visible. Le deuxième point intéressant concerne à la fois l'ancienneté de la démarche, donc depuis combien de temps est-ce que cette démarche est lancée, et ici vous voyez en partant du haut qu'on a 9% d'entreprises pour qui cette démarche est lancée depuis plus de 20 ans, et 10%, 9% entre 10 et 20 ans, on a donc 18% d'entreprises pour lesquelles la démarche est vraiment ancienne, plus de 10 ans. Et puis à l'opposé, 31% vont déclarer donc leur démarche lancée entre 2 et 5 ans et 36% depuis moins de 2 ans. Donc on a ici 75%, 77% de répondants pour qui la démarche est assez récente, moins de 5 ans. De la même manière, sur la droite du tableau ici, vous voyez que la démarche est considérée comme une priorité totalement intégrée dans les orientations stratégiques de l'entreprise, comme un sujet à part entière pour 40% des entreprises. On revient sur l'équivalent qu'on voyait sur la planche précédente. Pour 56%, elle est partiellement intégrée. Donc, certaines des initiatives et des chantiers de l'excellence opérationnelle sont en rapport avec la stratégie de l'entreprise, mais pas l'ensemble. Et enfin, pas du tout intégrée pour 5%. Donc, ce qu'on peut conclure de ces données-là, c'est que le lancement est plutôt récent pour la démarche d'excellence opérationnelle dans la majorité des organisations, mais s'inscrit malgré tout dans l'agenda stratégique, soit pleinement, soit partiellement, puisque c'est assez logique et c'est un point important, mais c'est l'occasion d'insister une nouvelle fois sur l'importance de structurer la démarche, de bien définir une vision et de la déployer dans l'entreprise
pour s'assurer, bien entendu, qu'elle soit comprise de l'ensemble des acteurs. Alors, si je passe à la planche suivante qui porte sur le système de management et sa maturité, on s'aperçoit là aussi que c'est assez marquant. 48% des répondants vont considérer que leur système de management est assez peu mature ou pas mature du tout. Donc, ce qui veut dire que 57% des entreprises considèrent leur système de management comme insuffisamment mature. C'est assez marquant. C'est assez marquant, d'autant que on voyait tout à l'heure que c'était quand même jugé comme prioritaire. Pour 37%, on est dans une appréciation mature du système de management. Et ça est à mettre en perspective avec le fait que l'engagement des équipes au quotidien et l'accompagnement des managers de proximité est considéré comme un levier prioritaire. Donc on voit bien ici cette difficulté qu'on commence à sentir et qu'on va approfondir tout à l'heure sur des axes importants que sont l'organisation, la structuration de la démarche, les compétences des acteurs et l'implication du management comme étant à la fois un facteur clé de succès et une des difficultés, peut-être un début de perception sur les freins que l'on peut deviner dans les déploiements. Alors précisément, quels sont ces freins? La question qui est posée ici consistait donc à demander à chacun des répondants d'évaluer les freins au déploiement de l'excellence opérationnelle et à sa réussite. Et les réponses sont apportées de la manière suivante, c'est-à-dire que je prends ici un des freins cités sans être forcément le plus important, qui est l'indisponibilité des données. Et vous voyez que c'est un frein qui est jugé fort, ici en gris, par 18% des répondants, et il est jugé à l'opposé faible par 47%. Donc le frein existe, mais il n'est pas fondamental. De la même manière, eh bien, on va trouver trois autres freins, trois autres sujets qui consistent dans le manque de compétences, dans le manque d'autonomie, de prise de décision des équipes, et enfin dans le manque de moyens financiers. On a ici un jeu de freins qui sont réels, qui sont cités, mais qui ne sont pas cités comme étant les premiers. Alors c'est vrai que le manque de moyens financiers ou le manque de ressources est un grand classique pour justifier des difficultés de déploiement. C'est vrai aussi dans l'excellence opérationnelle et on voit que la compétence et les données sont des points qui sont cités. Alors si on monte un petit peu dans la température de ces freins-là, on s'aperçoit que ça commence à devenir assez significatif avec, vous voyez, une répartition en 3 tiers pour la thématique du sponsorship. Donc l'implication et l'appropriation de la démarche d'excellence opérationnelle par la direction, par le top management. Alors on vient à travers des planches précédentes de bien souligner à quel point c'est important. Eh bien, on comprend que c'est effectivement un point tout à fait significatif ici dans les freins. L'autre thématique qui apparaît, c'est la difficulté à pérenniser. La difficulté à pérenniser la démarche, il est fréquent qu'au bout de quelques années, une démarche d'excellence opérationnelle rencontre des difficultés. Et c'est un point qui va souligner le précédent, le manque d'implication, le manque d'incarnation, et puis aussi la difficulté à structurer cette démarche. Donc une fois lancée, la démarche d'excellence opérationnelle doit continuer à vivre, doit être animée, et ça demande des efforts, ça demande des ressources. On constate ici clairement ce point-là. Le frein qui apparaît en 3e position, c'est celui qui consiste donc finalement dans cette incarnation. L'incarnation des pratiques managériales par le management et en particulier le management intermédiaire, le management de proximité. Et donc là encore, 3 tiers, 1 tiers des répondants, 35% vont considérer que c'est un frein majeur, que c'est vraiment quelque chose de très fort, et puis un autre tiers que c'est un frein moyen. Donc on rentre là avec ces 2 derniers éléments dans les principaux freins. Donc les managers de proximité, évidemment, c'est ceux qui, au contact de leurs équipes
au quotidien insuffle la dynamique et puis finalement reflète la politique de l'entreprise, ses priorités, ses messages, et donc une dynamique d'amélioration continue, une dynamique d'excellence opérationnelle, forcément doit se reposer sur ces managers de proximité. Ça suppose les routines de pilotage, l'application de standards, et puis, bien entendu, la résolution des problèmes qui sont rencontrés, les bases de l'amélioration continue et du Lean. Le deuxième frein qui apparaît dans l'ordre de son impact, c'est la complexité des circuits décisionnels. Et vous voyez que là, on commence à rentrer vraiment dans quelque chose de très lourd. Alors, circuit décisionnel complexe, eh bien, c'est probablement la manifestation du manque de responsabilisation des équipes, la présence de silos, le manque de rapidité dans la décision, le manque de clarté dans le qui fait quoi, et en particulier dans les équipes dirigeantes. Par nature, ce sont des sujets auxquels l'excellence opérationnelle, le Lean Six Sigma vont s'intéresser. Et donc, forcément, on tombe ici sur cet enjeu d'instaurer un climat de confiance, un climat d'intelligence collective où tout le monde va travailler ensemble et puis savoir franchir les quelques frontières qui peuvent encore exister dans l'organisation si on ne va pas vers une simplification de cette organisation. Enfin, pour terminer, le frein le plus important, le numéro 1, c'est celui de la disparité des pratiques et la disparité des modes de fonctionnement entre métiers. C'est un grand classique et c'est assez logique, mais évidemment, c'est une des difficultés de cohésion de l'entreprise. Et cette hétérogénéité des pratiques va inévitablement apporter une variation dans la manière dont on va procéder et, in fine, une variation dans la qualité des services et des produits qu'on va rendre, et forcément générer des gaspillages qui ont un coût. Et parmi les coûts difficiles à chiffrer, il y a le flou organisationnel, la difficulté à se positionner dans les priorités, dans les initiatives, parfois un sentiment d'incohérence. Donc on comprend bien que ce point-là est particulièrement important. Alors, ça, quelque part, vient souligner des thèmes qu'on est en train d'aborder depuis tout à l'heure, et en particulier le positionnement de la direction, la cohérence du message et l'implication du management sur lesquels nous allons revenir. Alors, si j'enchaîne sur la thématique suivante qui porte sur les défis qui sont perçus par les répondants, par les entreprises, on a des choses qui sont assez logiques, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point ça se discrimine de manière claire. Donc, à la question, quels sont les défis à moyen terme pour votre entreprise en termes d'excellence opérationnelle, vous voyez que plus de la moitié des répondants vont souligner le besoin de renforcer le système de management. Donc, on parle des routines de management au quotidien, la manière d'impliquer les équipes, des standards comme le 5S, comme les méthodes de résolution de problèmes, etc. Et donc, quelque chose qui est vu comme à la fois important à relever, mais pas forcément si facile que ça à traiter. On est au cœur de la thématique de l'excellence opérationnelle. Le thème numéro 2 porte sur le renforcement de l'utilisation des données dans la maîtrise de la performance et dans son pilotage. On ne va pas le détailler là tout de suite puisque ce sera un des points qu'on va vous proposer de détailler dans un instant. Le thème numéro 3, c'est la montée en compétences de l'ensemble des collaborateurs. Alors évidemment, la compétence, elle est cruciale pour la performance, mais elle est aussi cruciale pour réussir le déploiement de l'excellence opérationnelle, l'appropriation des pratiques, le déploiement d'une culture, l'évolution de cette culture, ça fait partie du système de management et donc ça fait partie de cet enjeu. Et vous voyez que le poids est vraiment très fort. Alors, faire évoluer les compétences, c'est aussi un thème sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis, pour terminer sur cette planche, ce qui apparaît aussi, c'est cette thématique numéro 4 qui pèse pour 45% des réponses, la focalisation sur les projets prioritaires. Donc, on est évidemment là sur la construction du sens de la démarche, la cohérence avec la stratégie. Ça passe par des choix transparents sur les priorités, sur ce que l'on traite, avec des critères clairs. Donc, là encore, la dimension humaine avec la communication, la transparence sur les critères.
Qu'est-ce qui est apparu de spécifique pendant la crise sanitaire? On a tous vécu un moment assez intéressant pendant cette période. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la crise sanitaire, la crise du Covid, a mis en exergue la thématique de la digitalisation des opérations. Alors évidemment, avec les difficultés d'interaction qu'on a rencontrées, cette thématique-là est assez logique, puisque la première priorité pour un certain nombre d'entreprises a été de trouver une façon de faire travailler à distance les collaborateurs. Donc on est en plein dans la digitalisation, mais évidemment, il ne faut pas la limiter à cela. Ce qui est intéressant, finalement, ça se lie à deux titres, c'est de voir que on voit apparaître des thématiques, on voit se renforcer des thématiques qui apparaissaient depuis un certain nombre d'années, comme la digitalisation ici. Et donc, pour parenthèse, par exemple, on peut faire le parallèle avec l'enquête PricewaterhouseCoopers adressée aux PDG d'entreprises pour lesquels 71% insistent sur la recherche d'efficacité opérationnelle à travers la digitalisation. Donc on trouve bien cette thématique-là, hein, de même que le développement du e-commerce, qui sont forcément des axes de développement pour le retail, mais probablement renforcés par la crise sanitaire. À l'inverse, les thématiques comme faire monter les compétences des équipes, améliorer les gains de performance et prendre en compte la satisfaction client, dont Cédric va parler dans un instant, sont des thématiques très logiques et très classiques qui sont ici simplement mises en exergue par les difficultés que la crise sanitaire a pu apporter. Alors, pour terminer sur cette présentation générale des thématiques qui ressortent de l'enquête, un dernier mot sur les enjeux prioritaires. On disait à l'instant que la crise sanitaire avait souligné l'apparition de certaines thématiques ou son renforcement, en tout cas. On a cependant des très grands classiques qui restent bien d'actualité, tellement bien d'actualité qu'ils ont été renforcés par les difficultés rencontrées par les entreprises lors de la crise sanitaire. C'est l'enjeu de l'amélioration de la satisfaction client, qui est jugé comme l'enjeu prioritaire, l'enjeu stratégique numéro 1, au même titre que la réduction et l'optimisation des coûts. C'est pas une surprise, c'est assez logique. Et encore une fois, on a tous vécu les dysfonctionnements, les ruptures de supply chain, les difficultés d'approvisionnement, les difficultés d'interaction, l'émergence des dysfonctionnements qui étaient palliés par la bonne volonté humaine dans les processus. Donc inévitablement, ces deux thématiques-là sont claires, au même titre que le point numéro 3, l'enjeu numéro 3, qui est d'accélérer la transformation digitale, autrement dit, d'accélérer cette capacité à mieux satisfaire les clients et à réduire les coûts en allant chercher dans les nouvelles technologies des opportunités qui sont présentes, de plus en plus présentes. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est intéressant de voir que cette appétence pour la transformation digitale, elle finalement, elle va reposer les fondamentaux de l'excellence opérationnelle, la compréhension des processus, la compréhension de la performance, les besoins de compétences, etc. Alors, pour pas être trop long, je vous propose de passer tout de suite dans une série de 3 constats, de 3 conclusions un petit peu ciblées. On va faire un focus dans un premier temps sur cet aspect de performance opérationnelle et de satisfaction client. Et je vais laisser la parole à Cédric. Oui, merci Olivier. Donc le premier constat sur lequel on va s'arrêter, c'est à travers l'enquête l'attente qui est faite sur les méthodes d'excellence opérationnelle, c'est-à-dire les méthodes qui sont au service de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. C'est est-ce qu'elles sont alignées avec les besoins de performance et de satisfaction client. Donc si on regarde le premier slide, les principaux objectifs de l'excellence opérationnelle sont alignés avec les priorités stratégiques des opérations. Et la démarche prioritaire sur laquelle ont répondu les entreprises, c'est qu'on souhaite une amélioration de la satisfaction client. Cette amélioration de la satisfaction client va se traduire au niveau de la qualité de service, au niveau des coûts qui sont proposés aux clients, et ça répond à un objectif de performance
de l'entreprise, augmentation des gains de performance, augmentation de la capacité à fournir un prix concurrentiel. La troisième, ce sont des réponses qui vont être proposées dans plus de la moitié des cas. Une réponse qui a le vent en poupe aussi, c'est la standardisation des pratiques opérationnelles et surtout leur diffusion de manière répétitive dans l'organisation. L'objectif de cette standardisation va être d'apporter un niveau de qualité pour les clients. Et ce niveau de qualité va se répercuter bien évidemment dans la satisfaction client qu'on retrouve au-dessus. Alors, vous voyez que dans une deuxième partie, on va avoir une augmentation des gains financiers, la suppression des tâches à faible valeur ajoutée qui sont, on va dire, des objectifs secondaires. Mais ces objectifs secondaires, en fait, ils sont en totale corrélation avec les objectifs primaires, puisque quand on va avoir une augmentation des gains financiers, une suppression des tâches à valeur ajoutée, à faible valeur ajoutée, on va avoir en corollaire une augmentation de la valeur ajoutée, du taux de valeur ajoutée global et donc de la performance. Donc ces points et ces objectifs sont intimement liés puisque la suppression des tâches à faible valeur ajoutée va augmenter la performance de l'entreprise et va par définition permettre à l'entreprise d'être plus performante et donc de satisfaire au mieux son client. Donc voilà, donc on va avoir globalement des priorités de l'entreprise qui vont être alignées avec les objectifs principaux de l'excellence opérationnelle. Alors, si on regarde slide d'après, quelles sont les méthodes qui vont être promues, qui vont être priorisées, la majorité des réponses nous cite le Lean Management. Il est plébiscité à 45%. Pour les répondants, le Lean Management, c'est souvent la première brique qui va servir d'implémentation d'un système de management de l'excellence opérationnelle. Et à travers le Lean Management, il va y avoir différents outils qui vont permettre de déployer cette excellence opérationnelle sur différentes couches de l'entreprise. On aura bien évidemment aussi d'autres méthodologies. Donc on cite l'agile qui vient historiquement du domaine de l'IT, mais qui va se retrouver aussi à travers une demande de cycle plus court dans la voie du client. Et on a aussi d'autres méthodes spécifiques pour répondre par secteur ou par typologie d'activité à d'autres problématiques, notamment l'amélioration des processus à travers le Lean Six Sigma, la qualité totale et la TPM qui est citée aussi. Alors, je rebondis simplement sur la TPM pour rappeler que les méthodes complémentaires, ce ne sont pas des méthodes exclusives. Ces méthodes, notamment la TPM, peuvent être incluses dans l'approche Lean globale qui est citée en premier lieu. Donc là, ce sont les méthodes globalement qui vont servir, on va dire, de fondation au déploiement de l'excellence opérationnelle d'après les répondants à cette étude. Je te passe la parole puisqu'il y a un enjeu très très important qui est celui des données et comment on va les maîtriser pour piloter la performance. Donc, deuxième thématique intéressante, il nous a semblé, qui ressortait de l'étude, c'est celle effectivement des données. Donc, on apercevait dans cette question sur les défis à moyen terme. Et sort en numéro 2 pour 51%, pour la moitié des répondants, la nécessité de renforcer l'utilisation de la donnée dans le pilotage de la performance. La maîtrise de la donnée, elle est cruciale évidemment pour suivre sa performance, pour identifier la non-performance, pour savoir à quel point on est performant et on s'améliore, et donc pour piloter le plan de progrès, le plan d'amélioration continue. On a besoin d'avoir donc un processus robuste de collecte de données, de consolidation, de reporting, et ça c'est assez logique, mais c'est un point qui est intéressant à repositionner dans le contexte de l'étude et dans le contexte de ce que l'on lit de ces résultats. C'est que ça nécessite finalement la compréhension d'un certain nombre d'éléments fondamentaux par rapport à ce que c'est que la mesure, ce que c'est que la performance. Donc c'est à la fois une compréhension des bases de la mesure et de la donnée, et puis la capacité à parler de la performance aux équipes. On sait, on le lit de plus en plus, que la performance peut être vécue comme une contrainte, comme une pression, et donc amener des difficultés de comportement. Donc, savoir mesurer des choses pertinentes, savoir faire preuve d'esprit critique par rapport
à la mesure, et puis savoir en parler de manière positive aux équipes est véritablement un enjeu. Et ça se retrouve dans ces évaluations ici complémentaires où on voit que l'exploitation des données par les entreprises est assez variable. 46% des entreprises répondantes ont expliqué avoir une exploitation ciblée, c'est-à-dire que certaines données sont collectées pour alimenter certains KPI particuliers, certains indicateurs particuliers. Donc on va retrouver là des indicateurs de performance qui sont ceux suivis par l'entreprise dans son secteur, dans son marché, dans son contexte particulier. Donc des indicateurs de temps de cycle, de rendement, des indicateurs de qualité, de satisfaction client, etc. Mais la particularité ici, c'est de voir que donc quasiment la moitié utilise ces données de manière ciblée, de manière peut-être même un petit peu cloisonnée. Donc à partir de là, évidemment, vont se poser les questions de qualité de données, de la manière de les diffuser, et ça peut être un frein à l'utilisation efficace de ces données. 28% seulement des entreprises vont utiliser ces données dans une exploitation croisée, c'est-à-dire qu'elles arrivent à collecter suffisamment de données transverses à l'entreprise, à sa performance globale, à travers des sources, des origines différentes, pour alimenter une vue transverse de la performance de l'entreprise. Donc, évidemment, ça suppose une structure particulière, une qualité de collecte et d'exploitation des données, mais ça concerne moins d'un tiers des entreprises. Donc, finalement, on voit que là, il y a un énorme potentiel lié, bien entendu, à ce besoin de digitalisation qu'on évoquait tout à l'heure et qui renforce la nécessité de bien comprendre comment travailler avec des données. Donc, quelque part, la dimension Six Sigma de l'excellence opérationnelle prend tout son sens ici. Difficile de la partager avec l'ensemble de l'entreprise, mais c'est malgré tout quelque chose qui, à minima, doit être partagé avec le management intermédiaire et le management de proximité. Et enfin, on voit ici que 26% des entreprises vont avoir une exploitation partielle des données. Elles sont peu exploitées par manque de fiabilité, manque de disponibilité, manque de temps aussi. Et donc, on voit tout le potentiel qu'il y a autour de cette dimension des données auquel l'apport en formation va contribuer. Alors, c'était le thème numéro 2 qu'on voulait approfondir et je propose Cédric, que tu enchaînes avec le thème numéro 3. Oui, en effet, parce que la question, c'était, d'ailleurs, que tu as repris dans le début de l'enquête, c'est est-ce que cette démarche ou ces démarches d'excellence opérationnelle au sens large, est-ce que ces méthodes dont on parle ont été diffusées? Tu avais commencé à décrire l'approche que peuvent en avoir les dirigeants, et en fait, on se rend compte que l'attente des entreprises est une attente sur une démarche globale, pas uniquement ciblée. Alors, on peut avoir une démarche projet, mais il y a aussi une attente globale de transformation de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va voir sur le slide d'après. L'approche globale, la vision globale d'entreprise, environ la moitié des répondants déclarent déployer leur démarche d'excellence opérationnelle sur l'ensemble de l'organisation. Alors, l'ensemble de l'organisation, c'est quelque chose d'important et ça sous-entend qu'on a une couverture, une approche et une organisation qui soit capable de déployer cette démarche sur l'ensemble de l'organisation. Ça veut dire qu'aussi on a mis en place au niveau de l'organisation une notion de satisfaction client, une notion de performance d'entreprise, et on rebondit sur le constat précédent qu'a évoqué Olivier. Est-ce qu'on a aujourd'hui la mesure de la performance? Est-ce qu'aujourd'hui on a l'organisation adéquate de façon à piloter la performance de l'entreprise? Et à partir de là, on peut commencer à considérer qu'on va avoir une démarche globale. Par contre, ce que nous montre cette information, c'est qu'on a encore 53% des entreprises qui aujourd'hui sont encore à l'état de pilote ou en phase d'attente au niveau performance et qui n'ont pas forcément la vision globale de la démarche d'excellence opérationnelle. On peut aussi avoir tendance à penser que dans ces entreprises,
quand on déploie une démarche d'excellence opérationnelle, c'est qu'on a mis en place quelques outils ou quelques projets qui prennent appui sur les méthodes qu'on va vous présenter. Donc, c'est pas parce qu'on met en place, on va dire, une démarche d'excellence opérationnelle sur des ateliers de production qu'on a une vision globale. Donc, il y a encore un niveau de maturité à faire progresser au niveau de ces entreprises, de façon à ce qu'elles, on peut tout à fait mettre en place, on va dire, des POC ou des proof of concept sur des entités, mais elles vont avoir besoin d'avoir conscience, de prendre conscience que la performance, elle doit être liée à tous les éléments de l'entreprise, d'où le fait de plébisciter la mise en place notamment du lean management et d'une approche globale. Alors, cette performance, si on regarde le slide suivant, en fait, elle va devoir prendre appui aussi sur des outils. Et il y a une demande forte sur des outils standardisés. Et on va se rendre compte que tout ce qui est standardisation et rituel de management vont être considérés comme des fondamentaux pour permettre de mobiliser les équipes dans des démarches qu'on appelle d'amélioration continue ou de performance opérationnelle. En fait, le premier bloc, c'est la standardisation et le partage des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui est demandé régulièrement par les entreprises. C'est quelque chose qu'elles souhaitent mettre en place, qu'elles ont potentiellement mis en place. Mais le problème, c'est que c'est souvent fait avec une approche qui finit pas le geste. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément au bout de cette standardisation. Et au-delà de la standardisation, c'est le taux d'utilisation du standard qui va être un marqueur plus important. Donc, on va avoir standard et aussi partage des bonnes pratiques qui va être, on va dire, l'application au quotidien de cette standardisation. Autre point mis en avant en outil standardisé et qui est plébiscité, c'est tout ce qui concerne les routines et les rituels réguliers d'équipe. On va rajouter aussi l'approche de type Kaizen, c'est-à-dire les ateliers qui vont permettre d'améliorer les processus ou tout du moins de résoudre les problèmes à travers des méthodes spécifiques, méthodes de résolution de problèmes en groupe. Voilà, donc ça, c'est l'occasion pour les équipes de remonter les problèmes, de partager les bonnes pratiques et on rebondit sur la première problématique. Le premier outil demandé, c'est que quand on répond aux bonnes pratiques, eh bien, on va pouvoir standardiser les résolutions de problèmes et les actions qui en sortent. Troisième outil standardisé qui est plébiscité, ça va être les outils, les audits sur le terrain régulier. Alors moi, je préfère le terme diagnostic à audit puisque ça ne sous-entend pas qu'on a une autorité de compétences forcément sur les experts métiers. Mais l'idée, et pour ceux qui font du lean qui transparaît, c'est le fameux Gemba. C'est-à-dire que régulièrement, il va falloir aller vérifier que ce qu'on met en place a du sens, fonctionne et pérennisé. Donc, c'est le plan de progrès qui va être réalisé à travers des audits réguliers sur le terrain. Alors, tout ça fonctionne si, on met en place et on comprend les bons outils, on les forme, on explique aux collaborateurs, mais il va manquer une strate très importante et primordiale dans la mise en place de ces méthodes d'excellence opérationnelle, qui est l'approche managériale. En fait, il y a un axe de management qu'on va trouver dans le slide suivant, qui est le rôle du manager de proximité dans la mise en place. Et toutes les entreprises ont tout à fait conscience que le manager de proximité va être un peu la pierre angulaire du modèle de déploiement de l'excellence opérationnelle. En fait, le manager, lui, il va être le garant de la productivité et de la qualité des produits. Et c'est à travers son action que l'entreprise va permettre de coordonner l'activité et il va servir aussi d'orchestration des ressources et d'encadrement des collaborateurs. Donc les entreprises ont tout à fait conscience de ce rôle crucial du manager de proximité et elles mettent un petit peu en avant et commencent à mettre en avant le fait que le manager va être dans un rôle qui est de moins en moins descendant dans l'esprit de ce qui a pu se faire par le passé, c'est-à-dire je suis un manager qui définit une ligne, qui donne un travail et qui le contrôle, mais plus un manager qui va accompagner son équipe pour qu'elle soit la plus efficace possible et donc il va se transformer un petit peu en coach et il va falloir développer les capacités de coaching du manager. Donc ces capacités ne sont pas encore forcément très développées dans les différentes entreprises et elles en ont tout à fait conscience qu'il va falloir transformer le rôle du manager dans l'entreprise
en expert contrôlant, il va devenir un peu un coach leader. Et au final, le manager de proximité, il va devoir avoir plusieurs casquettes pour coordonner l'activité de l'équipe au quotidien. Voilà sur cette partie-là, je crois, à moins qu'il y ait des questions particulières sur les constats qu'on vient d'évoquer. J'avais eu une question tout à l'heure sur le panel d'entreprise, j'y avais répondu dans le chat, qui était, donc c'est PwC qui a fait la panélisation, 93 entreprises répondantes. Par contre, je n'ai pas, Olivier, de mémoire, le nombre d'entreprises initiales dans le panel non répondant, le nombre d'entreprises sollicitées. Non, c'est 96 entreprises ont répondu. Ont répondu. Ouais. Et une deuxième question qui peut être intéressante à traiter là maintenant, la question de Donald, est-ce que l'excellence opérationnelle passe forcément par une amélioration des processus métiers? Alors, je peux commencer une réponse le temps que tu réfléchisses aussi de ton côté. Je pense que l'excellence opérationnelle passe forcément par les processus métiers, inévitablement. Les processus métiers sont le cœur de l'entreprise. L'excellence les concerne. Il ne s'agit pas forcément d'améliorer ces processus parce qu'ils peuvent être performants, ils peuvent être efficients, mais il faut forcément impliquer ces processus métiers. On a vu à plusieurs reprises, notamment dans cette enquête-là, que une des difficultés était d'avoir une démarche transverse, commune, partagée. Et qu'il y avait tendance à avoir divergence dans les façons de traiter les priorités, les enjeux stratégiques. Donc, processus métier comme processus support, toutes les entités de l'entreprise. On retrouvait tout à l'heure dans les thématiques, dans les modalités de déploiement de l'excellence opérationnelle, le lean management en numéro 1, on retrouvait la qualité totale en numéro 3. Qualité totale, l'idée était vraiment celle-ci, d'embarquer l'ensemble de l'entreprise. Cédric, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, tout à fait. Alors, complètement, donc l'amélioration des processus fait partie. Moi, je rebondirais sur le fait que dans le lean management, sans vouloir faire un cours, le lean management se structure selon 5 axes. Le premier, puisqu'on va parler de la valeur, c'est la voix du client. Le deuxième, c'est quelle organisation on met en place pour répondre à cette voix du client. Et le troisième axe, c'est les processus et la performance des processus, donc on est en plein dedans. Le quatrième étant la mesure et le pilotage de la performance, c'est un constat qu'a évoqué Olivier en deuxième partie. Et le dernier étant état d'esprit, attitude, l'autonomie et le moral des collaborateurs. Donc, si on suit cette segmentation du lean management en 5 axes, bien évidemment que les processus et l'amélioration des processus en font partie. Alors, je vous propose de faire un premier niveau de conclusion et puis ensuite d'ouvrir aux questions et réponses. Finalement, ce qu'on vient de parcourir, ces principaux résultats de l'enquête que vous devez pouvoir lire dans son détail à travers la diffusion donc du compte rendu qui doit être posté maintenant sur le chat ou en tout cas que vous recevrez par mail dans les minutes qui viennent. Les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que la crise sanitaire donc a mis en exergue, a repriorisé, a fait émerger des sujets d'excellence opérationnelle qui étaient déjà présents pour certaines industries et qui sont apparus plus évidents pour d'autres à ce moment-là. En tout cas, c'est clairement un sujet prioritaire, un sujet stratégique par rapport aux enjeux de compétitivité des entreprises que rappelait Cédric tout à l'heure. Enjeu prioritaire, oui, mais encore loin d'être ancré pour la majorité des entreprises, puisque vous l'avez vu, on est à entre 40 et 50% d'excellence opérationnelle tout à fait ancrée de manière globale dans les entreprises. Les freins et les enjeux sont donc nombreux, et parmi ceux-ci, on a vu que se dégageait l'incarnation de la direction ou par la direction de cette excellence opérationnelle et l'incarnation par le management
jusqu'au management au management de proximité. On est vraiment sur une thématique ici très prégnante. Cédric nous a rappelé il y a un instant à quel point les standards de management, tous enjeux de management confondus étaient cruciaux, étaient importants, et en particulier pour la cohérence de l'ensemble, et aussi le pilotage de la performance, la mesure, la donnée, la maîtrise des processus. On va vraiment là sur des thématiques qui sont vraiment très fortes et qui apparaissent clairement. Alors, la globalité de la démarche d'excellence opérationnelle aussi, puisque c'est un des freins, ce manque de globalité. L'implication managériale forte, telle qu'on l'évoquait à l'instant. Et enfin, on retrouve en filigrane de toutes ces thématiques, et notamment exprimé clairement, la montée en compétences, cet enjeu de la montée en compétences, qui s'exprime notamment par ces deux données-là. 49% des répondants identifient la montée en compétences des équipes comme étant le défi principal auquel ils sont confrontés. Donc ça n'est pas le thème numéro 1, mais 49% des entreprises le considèrent comme le thème numéro 1. Et donc, comment y répondent les entreprises à cet enjeu? Vous voyez ici la répartition dans 4 thématiques qui permettent de me faire monter cette compétence. En premier lieu, par de la formation interne, donc des écoles de formation, des académies internes, des formations internes pour un bon tiers des entreprises. En deuxième lieu, par un dispositif de coaching, de mentorat, d'accompagnement qui va être complémentaire de la formation. En troisième lieu, on va retrouver une gestion des compétences, une gestion des métiers avec une analyse des besoins et un suivi régulier, en général annuel, adossé aux équipes de ressources humaines. Et enfin, par le recours à des formations externes qui existent et qui viennent donc compléter les formations internes sur des besoins spécifiques. Donc ce sont 4 axes de déploiement des compétences tout à fait logiques. La formation et le coaching étant parfaitement complémentaires. Et si ces éléments-là ne sont pas gérés, ne sont pas pilotés, c'est un processus comme un autre. Et lui aussi doit être performant, doit être efficace, doit être efficient. Il manquera une brique à la construction. Donc cette thématique de la montée en compétences, elle est logique, elle apparaît comme toutes les autres qu'on a vues aujourd'hui. Et la question que nous nous sommes posée, c'est la suivante. Finalement, comment Central Supélec Executive Education apporte sa pierre à l'édifice, apporte sa contribution? Alors évidemment, notre catalogue de formation sur l'excellence opérationnelle contribue à ça, et on a vu que les fondamentaux étaient importants, c'est-à-dire qu'il est important de bien repartir des bases, des principes fondamentaux, des outils clés pour construire cet édifice de l'excellence opérationnelle. Et la façon dont nous abordons la formation à Central Supélec est vraiment de travailler sur le savoir-faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter ces fondamentaux de cette connaissance théorique, cette connaissance, mais vraiment de développer la capacité à faire, à savoir faire. Et c'est vrai dans les 2 piliers de nos formations que sont le Lean Management et le Lean Six Sigma, avec des intervenants qui sont tous actifs dans le monde des services, dans le monde de l'industrie, et qui sont pas simplement formateurs, qui sont formateurs et consultants, qui sont formateurs et opérationnels, et qui ont donc un vécu opérationnel et une relation avec les entreprises suffisamment forte pour faire évoluer leur intervention et le contenu des formations et l'accès sur l'acquisition des savoir-faire, avec en particulier le plus possible de pratiques, de cas concrets, de mise en situation pour arriver à maximiser l'appropriation des différents outils et donc des savoir-faire. Nous avons un catalogue de formation inter-entreprises. On peut s'inscrire et se retrouver donc avec d'autres entreprises. Et puis aussi de nombreuses formations intra, c'est-à-dire des formations qui sont développées sur mesure
à partir des formations catalogue pour permettre de former les collaborateurs d'une même entreprise, par exemple dans les murs de l'entreprise, sur place, et bien évidemment sur mesure. Ça veut dire qu'on va pouvoir la personnaliser, l'adapter au contexte de l'entreprise en accentuant sur les thématiques qui sont les enjeux du moment. Alors, ce catalogue se compose d'un certain nombre de formations, des formations, on va dire, d'entrée, qui sont la formation Yellow Belt, qui est une formation de sensibilisation aux enjeux de l'excellence opérationnelle, à ce que c'est que le Lean et le Six Sigma, et donc fondamentalement orienté sur la capacité à résoudre des problèmes. Donc, c'est le premier niveau de formation qui se déroule sur 3 jours. De la même manière, une formation qui a été mise au catalogue l'an dernier, qui est la formation du manager Lean. Autrement dit, comment un manager opérationnel va intégrer les enjeux et les apprentissages du Lean dans sa manière de manager. Et l'expression de coach qu'on voyait sur une des dernières planches commentées par Cédric tout à l'heure est au cœur de ce nouveau comportement du manager. Donc cette formation-là est vraiment orientée sur cette sensibilisation à ce que c'est que le Lean Management pour un manager opérationnel. De la même manière, toujours dans les formations d'entrée, la formation Lean Startup, qui intègre les enjeux du design thinking, du pilotage de l'innovation, dans un premier niveau de compréhension pour arriver à dynamiser la capacité à innover et à designer de manière efficace en entreprise. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cédric, sur cette formation. Oui, une start-up dont je m'occupe, il y a 3 démarches en parallèle. On a l'approche Lean, quand on monte, on va dire, une entreprise ou un projet en phase d'innovation. Il va y avoir une démarche Lean parce qu'on va avoir des moyens contraints, on va être obligé quelque part d'optimiser l'apport de valeur ajoutée. Il va y avoir une approche agile qui est d'ailleurs citée dans l'étude précédente. Et cette approche agile va travailler sur des cycles courts autour de la voix du client. Et il y aura aussi une approche un petit peu qui est plus liée à des thématiques marketing, comme le growth hacking, qui va être la capacité à accélérer la croissance. Donc tout ça fait un module spécialisé pour piloter l'innovation en cycle court. Module qui n'est pas, même s'il a le terme et le titre de Lean Startup, en fait, dans le Lean Startup, il y a à la fois les entrepreneurs, mais les intrapreneurs, et donc ça concerne aussi, bien évidemment, toutes les entreprises qui lancent des projets d'innovation. Il y a en complément un deuxième niveau de formation qui est vraiment celui des acteurs clés, des fers de lance de l'amélioration continue, de l'excellence opérationnelle. C'est les green belt et les black belt. Donc, des chefs de projet, des leaders qui vont mener concrètement la transformation en menant des projets d'amélioration, en menant des chantiers, en participant ou en leadant des transformations. Donc les green belt est le premier niveau et black belt le second niveau, avec une nouveauté au catalogue cette année, la création de formations spécifiques Lean Management, donc Green Belt Lean et Black Belt Lean, pour permettre à ceux qui seraient moins intéressés par une vue à la fois Lean et Six Sigma, qui sont moins intéressés par la dimension travail sur la performance, la mesure du processus, l'introduction aux statistiques, de mener aussi des transformations efficaces sur cet angle Lean. Et enfin, des formations qui s'adressent plus à la dimension de pilotage, à la dimension structurante que nous avons beaucoup évoquée pendant ce webinaire. Donc la formation de sensibilisation des équipes de direction. Qu'est-ce que c'est que le Lean Six Sigma? Qu'est-ce que c'est que l'excellence opérationnelle pour des dirigeants, de telle manière qu'ils soient en mesure d'en comprendre les enjeux, de les intégrer dans leurs orientations stratégiques et de se comporter aussi vis-à-vis de leurs équipes et vis-à-vis de leurs structures de la manière la plus smart possible pour réussir le déploiement de l'excellence opérationnelle. La formation Master Black Belt, qui est donc celle du pivot de l'excellence opérationnelle, mettre en place une démarche, la structurer, la déployer,
animer une communauté d'acteurs de l'excellence opérationnelle et faire durer cette démarche sur le long terme. Enfin, la certification Lean Management qui va reprendre les thématiques fondamentales du Lean Management à haut niveau dans la complexité et la complétude de l'entreprise, dans la globalité de l'entreprise, pour, là encore, réussir le déploiement du Lean Management dans l'entreprise. Voilà le parcours de l'ensemble de ces formations. Cédric, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et ce que l'on peut faire, c'est, j'entends que c'est non, pardon, on peut regarder les questions qui sont apparues entre-temps que je n'ai pas forcément suivies. Alors, il y a quelques questions, notamment, il y avait une première question d'Eric sur pensez-vous que les top managers s'occupent réellement des managers de proximité? Alors, je vais faire une réponse qui n'engage que moi, une réponse non pas de responsable pédagogique, mais une réponse de professionnel du Lean. Non, pas toujours, assez rarement, et c'est bien dommage. Sous-entendu, en effet, les managers de proximité, et d'ailleurs, l'étude le montre, les entreprises sont conscientes qu'elles ont un rôle, que le manager de proximité a un rôle crucial, mais elles ont parfois du mal à faire pivoter d'un rôle un petit peu ancien, comme je l'exprimais tout à l'heure, plutôt un rôle d'expert organisateur à un rôle de coach leader. Et très souvent, et je pense dans la majorité des cas que je vois, c'est une difficulté pour trouver du temps dans le futur rôle du manager. Et donc là, je pense qu'il y a un travail à faire, d'ailleurs qu'on présente dans tout ce qui est approche Lean Management, qui est un travail avec le manager pour définir en amont son nouveau rôle, comment il sera organisé, quelles sont les attentes et quel est dans cette définition de rôle le temps qu'il doit allouer à chaque partie. Si on considère, comme ça a été montré dans l'enquête tout à l'heure, qu'il faut mettre en place des rituels de management, qu'il faut mettre en place ou dédier du temps à des kaizen d'amélioration ou de résolution de problèmes, ça fait partie du temps du manager. Voilà. Mais si la question est qu'aujourd'hui, le haut niveau de management en a conscience et donne toutes les clés aux managers de proximité pour le faire, malheureusement, non, pas encore. Il y a une maturité à développer et on compte sur tous les gens qui vont promouvoir les démarches d'excellence opérationnelle pour sensibiliser ces top managers à cette problématique. Et je vais rajouter un mot, deux mots. Le premier, c'est que une des raisons, c'est que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas forcément vécu comme étant urgent. Donc, on a progressivement, en tant que top manager, une tendance à considérer que les choses vont de soi et que le manager intermédiaire et le manager de proximité intègrent parfaitement et vivent parfaitement leur situation dans les enjeux et les contradictions des priorités de l'entreprise. Après, il ne faut pas généraliser. Il y a des entreprises où, oui, cette dimension-là est complètement comprise, intégrée, et c'est ce qui fait leur force. Alors, une autre question sur le coaching. Donc, est-ce que le développement ou des compétences en coaching de proximité doit passer par une démarche individualisée ou collective? Alors, les deux existent, démarche individuelle ou démarche collective, selon qu'on s'adresse finalement à l'individu ou à l'équipe. Les deux existent. Je pense que ce qui est important, c'est surtout que cette démarche de coaching soit intégrée dans un plan de développement en relation avec de la formation et en tout cas en lien avec une priorité probablement stratégique, qui est celle de l'excellence opérationnelle au niveau de l'ensemble de l'entreprise, mais en tout cas que cet accompagnement ait vraiment un sens par rapport aux priorités. Tu veux compléter, Cédric? Non, je suis complètement d'accord avec toi. Les deux existent et elles doivent cohabiter. L'équipe doit partager une démarche d'excellence opérationnelle. Le manager doit être le garant de cette mise en place et à ce titre, il doit être totalement transparent, notamment sur tout ce qui est coaching d'équipe. Je pense plus à la formation ou l'accompagnement sur tout ce qui est atelier Kaizen, participation de tous les collaborateurs à la résolution de problèmes. Donc là, on est dans une démarche collective. Et aussi sur la montée en compétences, on va dire des dialogues de compétences réguliers avec le collaborateur, mais là en mode individuel, de façon à faire monter en compétences les collaborateurs, mais plus dans un mode dialogue de performance et
ou est-ce que l'entreprise ou l'équipe attend le collaborateur en termes de montée en compétences. Donc, je pense que les deux doivent vivre en parallèle dans la démarche de coaching qui est mise en place dans les équipes. Est-ce qu'on a encore des questions particulières? On atteint l'heure de webinaire dans 5 secondes, donc ça va être le bon moment pour s'arrêter. Peut-être le temps de prendre une dernière question. De toute façon, je pense que vous avez eu là dans le chat la liste des coordonnées et puis des conseillers Central Supélec Executive Education à votre service pour identifier, si vous en avez besoin, différents parcours de formation, puisque c'est un petit peu le cœur de notre métier, que de toute façon vous recevrez par email, et à moins que vous l'ayez déjà, le lien pour télécharger l'enquête, et que, évidemment, s'il y a des questions particulières, plus sur la partie, on va dire, expertise métier, les conseillers et les contacts que vous avez à l'écran, nous relayerons les messages de façon à ce qu'on puisse éventuellement vous répondre sur des problématiques d'entreprise, de montée en compétences plus spécifiques. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention pour les questions, et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous et à très bientôt pour justement encore parler d'excellence opérationnelle. Au revoir. Au revoir.